Donc, je m'appelle Julia Perlateur-Lanchat, je suis doctorante à la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec et je travaille sur les propriétés rhéologiques de la biomasse sous conditions sévères. Donc, cela, c'est dans le contexte de production de biocarburants de deuxième génération qui nécessite une étape de pré-traitement afin de rendre la cellulose suffisamment accessible aux enzymes. Je m'intéresse notamment au pré-traitement par cuisson acide suivi d'une explosion à la vapeur, qui consiste à soumettre la biomasse à des températures de l'ordre de 200 degrés, sous pression de vapeur saturante en milieu acide pendant quelques minutes. Merci. Et ensuite, de faire une décompression brutale qui va déconstruire cette biomasse. Comme les propriétés mécaniques de la paroi cellulaire conditionnent la performance de cette phase explosive, il est important de caractériser ces propriétés rhéologiques pendant la phase de cuisson acide et en continu. Pour cela, on a développé au laboratoire une machine d'essai mécanique en compression et pour laquelle le défi était d'avoir dans une seule et même enceinte deux environnements complètement différents. Donc, d'un côté, on reproduit les conditions très sévères de la cuisson acide, c'est-à-dire une humidité relative de 100% et une température de l'ordre de 200 degrés. Et de l'autre côté, une ambiance une température faible et de l'air sec pour tout ce qui est instrumentation, notamment l'actionneur et le capteur de force. Donc cela est possible et on l'a fait. Venez voir mon poster le B1. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Rousset, je suis en thèse à Centrale Supélec au LGPM. Donc ce sujet de thèse émerge d'une collaboration entre le laboratoire et une société, Chêne et compagnie, qui regroupe en tout 4 tonnelleries dans le monde. L'une des principales thématiques de recherche de cette société est de mieux comprendre les interactions entre le fût en chêne et les vins et spiritueux, et en particulier l'apport d'oxygène qui permet d'améliorer les qualités organoleptiques de l'alcool. Donc, ce sujet traite en particulier la dynamique des transferts d'oxygène à travers le fût en chêne en présence du front d'imbibition du liquide dans le fût. Donc, pour traiter ce phénomène complexe, une approche incrémentale est envisagée au laboratoire. D'une part, le suivi de l'imbibition est traité grâce à un système d'imagerie à rayon X, et d'autre part, la diffusion de l'oxygène est traitée avec un dispositif que l'on a élaboré en interne. Et à la suite de ce travail, les phénomènes couplés seront traités. Et parallèlement à ces études en laboratoire, on fait aussi une instrumentation originale qui a été développée dans un chai bordelais et qui nous permettent ainsi d'avoir des données en taille et en conditions réelles. Donc, cette expérimentation a été mise en place au chai Félan-Ségur d'appellation Saint-Estèphe et on a 4 fûts de même propriété qui ont été mis en place dans ce chai depuis le mois de mai et de nombreux paramètres sont mesurés du coup depuis le mois de mai. Et toutes les données collectées nous permettent ainsi d'évaluer toute la cinétique de transfert de liquide et d'oxygène à travers le fût. Et mon poster présente du coup en détail ce dispositif expérimental et je vous invite à venir en discuter. C'est le poster B2. Merci. Madame El Kabir. Oui, bonjour à tous. Soliman El Kabir, doctorant en 3e année au centre de génie civil d'Égletons et en codirection avec l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand. Je travaille sur des problématiques liées à la mécanique de la rupture. Dans ce travail, l'objectif de ce travail en particulier, c'est d'étudier des configurations complexes de cas de front de fissure et de développer des modèles, un modèle mathématique qui permet de prendre cela en compte. Donc, il y a 2 points principalement originaux dans ce travail. D'un côté, il y a un modèle mathématique qu'on a développé qui permet de prendre en compte des cas de fissuration tridimensionnelle. Et de l'autre, il y a une démarche d'implémentation qui est basée sur
sur 3 étapes de calcul, une conception avec un outil dédié de conception, un outil plus un outil de maillage dédié, plus un outil de calcul que nous on utilise, qui est Castem dans le laboratoire. L'avantage de cette démarche est que ça va nous permettre en fait de faire le lien entre nos modèles mathématiques et nos recherches qui peuvent paraître de nature fondamentale et des applications industrielles directes. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir me voir au B3. Merci. Voilà, merci. Bonjour, je vais vous présenter un travail qui est fait dans le cadre d'un projet Pacte par des Clermontois, Parisiens, Guadeloupéens et Martiniquais, des universitaires, des contrôleurs, des charpentiers. Alors comme on doit aller assez rapidement, finalement, j'ai décidé de ne pas vous présenter le poster et de me limiter finalement au logo. Donc, vous avez ici le contour d'une île. Sur cette île, donc c'est la Martinique en l'occurrence, Météo France nous fournit un certain nombre de données, température, humidité relative de l'air, etc. Et à partir de là, sur ces courbes, sur ces traits relativement courbes, il se débrouille pour définir des zones qui ne sont pas du tout celles que j'ai dessinées, mais des zones climatiques avec une certaine homogénéité sur ces zones-là. Alors dans le programme Bois du Ramen, ce que l'on a fait, c'est qu'on a repris les mêmes données. On a mis un filtre supplémentaire qui est le filtre lié aux constructions en chantier ou existantes. On a mis en place des mesures sur ces différents sites, une centaine sur Paris à peu près, on l'a fait aussi pour la Guadeloupe. Et puis on a mis le filtre du diagramme d'équilibre de l'air, et puis à partir de là, on a essayé de définir des classes homogènes en termes de classes de service suivant l'Eurocode 5. Nos structures sont ne sont pas des courbes, et on s'est demandé si on allait aboutir à des limites comme celles qui sont représentées ici, que ce soit avec un filtre bois résineux ou bois tropicaux. Si vous voulez savoir si c'est vraiment ces limites-là qu'on a obtenues ou qu'on risque d'obtenir, je vous invite au poster B4. Merci. Bonjour à tous, je suis Sefeddine de l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand. Je vais vous présenter mes travaux dans le cadre du projet Climbois. Pour ceux qui s'intéressent aux problématiques du contrôle non destructif de bois, vont se retrouver à analyser des signaux fortement diffusés qu'ils vont devoir analyser afin d'extraire les effets des conditions environnementales, telles que la température et l'humidité, et puis compenser ces effets pour extraire le véritable signature de l'endommagement. Afin de vous expliquer comment on peut réussir à différencier ces deux types d'endommagement, je vous invite à venir voir mon poster au B5 tout à l'heure. Merci. 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 Alors, tout le monde connaît un peu l'impact des effets climatiques sur les structures et le matériau bois. Alors, c'est d'autant plus inquiétant que si ces structures sont très massives. Donc, le but ici, c'est qu'on a constaté que les outils de suivi surfacique d'endommagement étaient un peu limités pour suivre les fronts d'endommagement, les fronts de fissure. Et on a souhaité appliquer un outil tridimensionnel, microtomographique, pour suivre un peu ces endommagements. Alors donc ici, on a un exemple donné par la DIA ici, c'est la première partie ici, où on essaie seulement d'obtenir un peu quelques informations en termes de force de placement, et en seconde partie, on utilise un peu les outils microtomographiques pour suivre un peu les fronts de fissuration tridimensionnels. Alors donc pour voir un peu ce qu'on obtient, je vous invite au poster B6. Merci. Okay. Bonjour, je m'appelle Bernard Odunga, je suis doctorant à l'université Clermont-Ferrand, de l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand. Et le travail que je vais vous présenter ici fait partie de mes travaux de thèse intitulés Fissuration de bois tropicaux, étude de la fissuration de bois tropicaux par méthode de champ.
Et les enjeux de ces travaux sont liés à la forêt gabonaise, notamment qui regroupe à son sein une densité d'essences. Certaines d'entre elles ne sont méconnues et d'autres qui font l'objet d'une transformation locale depuis 2010. Les enjeux sont aussi liés aux populations et aux constructions locales, notamment à la difficulté de mise en œuvre, et des paramètres méconnus, notamment au niveau de la mécanique de la rupture. Et les objectifs donc de cette thèse sont l'étude donc la fissuration des essences tropicales issues de la forêt gabonaise par la méthode de la grille. La méthode de la grille consiste donc à transférer une grille sur une surface à analyser et puis à suivre le comportement tout le long de l'essai. Et il faut reconnaître ici qu'on considère que la grille est solidaire, n'est-ce pas, de cette surface à analyser. Vous avez ici le dispositif expérimental utilisé pour les différents essais et les 4 de déplacement issus donc de cette technique de la grille qui vont nous permettre donc de ressortir l'ouverture de fissure et l'avancée de celle-ci et enfin d'utiliser donc la méthode de la complaisance à déplacement imposé pour calculer notamment les différents taux de restitution d'énergie. Pour les résultats, je vous invite à venir voir le poster B7. Je vous remercie. Bonjour à tous. Voilà, je suis Claude Feldman Pamoudzengi. Alors l'étude que je présente s'intitule Influence des fissures sur l'évolution de la flèche, des poutres entaillées soumises au fouillage en climat variable. C'est une étude qui rentre donc dans le cadre de la thèse que je prépare en co-tutelle entre l'Institut Pascal de l'Université de Clermont-Ferrand et l'école doctorale des grandes écoles de Libreville au Gabon. Alors, l'utilisation du bois dans le domaine de la construction nécessite la prise en compte des différents mécanismes qui peuvent, à court ou à long terme, impacter le caractère mécanique intrinsèque du bois ou sa durabilité en structure. Pour ce faire, l'objectif donc de cette thèse ou de cette étude est de prendre en compte et de mettre sur place un dispositif expérimental et après un modèle numérique capable de prendre en compte les effets des changements climatiques, les effets de la sollicitation mécanique appliquée aux matériaux et les défauts du bois qui sont ici caractérisés par la propagation des fissures sur l'évolution donc de la déformation du matériau jusqu'à sa rupture. Donc le dispositif expérimental que nous utilisons pour suivre l'évolution de la déformation du matériau jusqu'à sa rupture est représenté ici par ces différentes figures. Nous avons donc des poutres entaillées telles que présentées, et des comparateurs qui nous permettent de suivre donc l'ouverture de la fissure et ainsi que la longueur de la fissure pour pouvoir prendre en compte ces paramètres-là et déterminer en fait la déformation du matériau jusqu'à sa rupture. Pour avoir plus d'informations, je vous invite donc à vous rapprocher du poster B8. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mélanie Decourté et je suis enseignant-chercheur au sein de l'UMR Piaf à Clermont-Ferrand et plus particulièrement dans l'équipe MECA qui s'intéresse à l'effet des sollicitations mécaniques sur la croissance des arbres mais également sur la différenciation des tissus au sein de cet arbre. Alors ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est la thigmomorphogénèse. Donc en fait, la thigmomorphogénèse, c'est la réponse des arbres aux sollicitations mécaniques externes. On va avoir, comme vous pouvez le voir ici, une réduction de la croissance primaire, une augmentation de la croissance en diamètre du tronc, une augmentation de la biomasse racinaire, et puis ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, ça va être la modification de la formation du bois avec un bois
qui va être un peu particulier, qui va être différent d'un bois qu'on va qualifier de normal et qu'on pourrait appeler le bois de flexion. Alors, pourquoi le bois de flexion? Parce que finalement, la contrainte, la sollicitation qui va nous intéresser, c'est le vent. Et la composante mécanique majeure de ce vent, c'est les flexions. Donc, dans le cadre de cette étude, nous avons été amenés à fléchir des arbres et d'analyser ensuite l'aspect du bois au sein de cet arbre. Ce qui nous... Ah, désolé, petit souci d'animation. Ce qui nous intéressait le plus pour cette étude, c'est de comprendre à l'échelle vraiment locale qu'est-ce qui se passe au sein de ce bois. Ce qui nous intéresse également, c'est quel est le rôle des déformations vis-à-vis de la mise en place de ce bois de flexion et est-ce qu'il y a un rôle de la perception de ces déformations et de leurs signes dans la mise en place de ce bois de flexion. Et nous sommes allés jusqu'à étudier les acteurs moléculaires de cette mise en place. Alors ceci est le résultat d'une thèse qui est en train de se terminer, la thèse de Jeanne Roignan, pardon. Donc si vous voulez connaître un petit peu plus de choses sur cette étude, vous pouvez voir le poster B9. Merci. Bonjour, je suis Benjamin Niès, donc doctorant en 3e année au sein du laboratoire Piaf, donc sous la direction de Eric Badel, Yana Doua et Bruno Moulia. L'objectif de mes travaux de thèse, c'est de caractériser le réajustement des propriétés mécaniques et hydrauliques du bois formé sous contrainte environnementale. Donc pour cela, j'ai appliqué des stimuli contrôlés à de jeunes peupliers pendant 5 mois. Donc des stress mécaniques qui consistent à des flexions contrôlées des tiges de peuplier et où on les a soumis à des stress hydriques. Et à partir de ces échantillons, j'ai pu caractériser l'impact de ces stress sur la formation et les propriétés du bois qui en résultent. Pour la caractérisation des propriétés, donc j'ai fait une étude globale, donc une étude des propriétés de tiges, mais également une étude locale de propriétés, c'est-à-dire que je me suis intéressé au bois, uniquement au bois qui a été formé sous contrainte environnementale. Et pour que ce soit pour les impacts sur la formation du bois ou sur les propriétés mécaniques, j'ai obtenu des résultats qui sont très intéressants et que je vous propose de voir sur mon poster B10. Merci. Donc merci, bonjour à tous. Donc Kevin Candelier de l'unité BioWeb du CIRA de Montpellier. Donc cette année, je vais présenter un poster qui traite de 2 systèmes analytiques qui permettent de déterminer les compositions minérales des biomasses. Donc l'ICP et le MPAES. Donc en fait, c'est 2 méthodes qui fonctionnent par torche à plasma. Donc en gros, on va chauffer à plus de 5000 degrés nos échantillons. Donc ça va exploser toutes les molécules. Et après, par détection optique, on peut analyser les différents composés minéraux, donc qui sont principalement pour nous caractérisés comme des contaminants. Donc tout ce qui va être cuivre, zinc, arsenic, chrome. Donc pourquoi ces 2 méthodes? Donc en fait, on a donc l'ICP, c'est une méthode qui a une dizaine d'années et qui a déjà fait ses preuves pour déterminer ces substances minérales. Et le MPAES, c'est une méthode un système analytique qui a été développé plus récemment. Donc en fait, on a de plus en plus de demandes des pays du Sud et des pays en voie de développement pour contrôler justement ces différentes substances en minéraux, donc principalement pour assurer la qualité des produits et contrôler et suivre l'évolution des contaminations des différents produits agroalimentaires. Donc l'ICPAES, donc c'est une méthode, comme j'ai dit, qui a déjà fait ses preuves et qui fonctionne par argon. Et donc ça, c'est un système qui est compliqué et qui est coûteux pour les pays en voie de développement, donc principalement par le coût excessif de l'argon et les problèmes d'approvisionnement. Et donc l'avantage du MPAES, c'est que c'est à peu près le même système analytique, mais celui-ci fonctionne à l'azote. Donc avec un générateur d'azote et un compresseur, on peut tourner en continu et faire des analyses de routine beaucoup plus facilement. Donc là, ce poster va parler principalement de granulés bois, balles de foin et de feuilles de fraisier. Mais on a aussi analysé en laboratoire des produits plus agroalimentaires comme le riz, le lait en poudre et aussi des bouts de stations d'épuration. Donc en gros, dans un premier temps, on a validé la composition de ces références, de ces matrices par rapport aux compositions de référence qu'on avait. Ensuite, on a comparé les 2 systèmes entre ICP et MPAES.
Donc en gros, donc pour plus de résultats, je vous invite à venir voir le poster B12, mais en gros, on a un intérêt d'utiliser le MPES principalement donc pour les faibles coûts d'analyse et une sécurité opérationnelle, et on arrive à avoir des performances analytiques assez similaires entre les deux systèmes analytiques. Donc pour terminer, pour faire plaisir à notre président de session, je vais faire une petite pub pour Xilomat. Donc en fait, c'est un équipement qui a été acheté. C'est un équipement qui a été acheté via la plateforme Xilomat et donc qu'on met à disposition de tous les membres de cette plateforme. Merci. Merci Kevin. Bon, je vous recommande le poster. Hein. Oui, bon, bonjour, Jean Gérard, unité de recherche BioWeb au CIRAD. Voilà, un des objectifs de cette étude sur les prix du tech, c'était de faire le lien entre l'évolution des prix des techs de forêt naturelle, essentiellement des techs du Myanmar, évolution liée à l'offre et la demande, tout simplement, faire le lien avec les fluctuations des prix des techs de plantation, essentiellement d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique latine. Alors en fait, cette étude, elle s'inscrit dans le cadre d'un travail plus large qui a été conduit à la demande d'une entreprise de plantation de teck au Costa Rica, avec notamment deux volets, un volet plutôt bibliographique sur la situation actuelle des ressources, des plantations dans le monde, et un volet davantage prospectif hein, sur le devenir de cette situation dans les 10-15 années à venir, c'est-à-dire à l'horizon 2030, tout ceci étant sous-tendu par l'évolution de la demande indienne, hein, sachant que l'Inde est le pays actuellement qui fait la loi sur le marché international du tech. Voilà, donc voir le poster B13, je crois qu'il me reste quelques secondes, donc je vais en profiter pour faire un peu de publi-information, ça ne mange pas de pain. L'année dernière, je vous ai parlé de la sortie de notre atlas des bois tropicaux en format papier électronique, distribué par le Quae. Cette année, c'est la version en anglais qui sort, d'ici la fin de l'année, incessamment sous peu, uniquement format électronique, PDF ou EPUB, toujours disponible auprès du Quae. Merci. Merci Jean. Bonjour, Alban Guyot, de l'équipe BioWeb du CIRAD. Je vous présente une petite étude comparative sur la qualité du bois de peuplier en agroforesterie et en forestière, en culture forestière. En fait, on a fait 3 essais de terrain principalement, pratiquement non destructifs pour l'arbre. Puis en fait, on voulait valoriser en fait la culture de peuplier en agroforesterie pour mettre en avant cette culture qui est très bien. Pour plus de résultats, je vous invite au poster B14. Merci. Merci. Bon, excusez-moi. Comme vous le voyez, c'est un poster du CIRAD, mais je ne suis pas du CIRAD. C'est moi qui le présente aujourd'hui, Patrick Langbourg, qui est le xylothécaire de service, c'est-à-dire le curateur de cette xylothèque qui est comme une bibliothèque, n'a pas pu venir et du coup j'ai la chance de pouvoir jouer à ce jeu-là de l'autre côté de la barrière. D'habitude, je suis plutôt de ce côté-ci. Alors, j'ai quand même un peu de légitimité parce qu'il y a un peu plus de 40 ans, je traînais dans les environs de cette xylothèque à Paris où j'ai commencé ma carrière. Donc cette xylothèque, c'est un outil qui a commencé en 1937, donc on reviendra après. Donc c'est les 80 ans de la xylothèque cette année, donc c'est un événement qui méritait qu'on en parle au sein du CIRAD. Alors c'est un patrimoine scientifique assez considérable. Il faut savoir que dans la xylothèque, il n'y a que des bois d'arbres, entre guillemets. Alors ça vous surprend quand je dis c'est des bois d'arbres. La notion de bois d'arbre, ça veut dire qu'on n'a que des bois de végétaux qui peuvent faire au moins 10 cm de diamètre. Donc vous n'aurez pas des lianes, des tout petits végétaux, ce qui diminue le nombre possible d'échantillons de bois qu'on pourrait rencontrer dans d'autres xylothèques, parce qu'elle a été destinée à l'étude du bois. Alors là-dedans, vous voyez, il y a à peu près un peu plus de 30 000 arbres. En réalité, un échantillon, c'est souvent un arbre, mais ça représente un peu plus de 8 000 espèces identifiées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a presque 1000 espèces dedans. On sait que ce sont des espèces, mais elles ne sont pas encore identifiées. Donc au total, pas loin de 9000 espèces, dont 8000 identifiées. Au passage, je l'ai mis pour qu'on y fasse attention, il y a un peu plus de 1600 espèces des forêts françaises.
Alors ça vous surprend un peu, mais il faut savoir que dans les forêts françaises, il y a toutes les forêts de Guyane, des Antilles, de Nouvelle-Calédonie et de la Réunion. C'est pas toutes les espèces de la forêt française. La Guyane, on a à peu près 800 espèces sur les 1600. La forêt hexagonale, on pourrait se dire, c'est une banque de données bois tropicaux. Il y a quand même à peu près une centaine d'espèces de la forêt hexagonale. C'est pas toutes, puisqu'on pense qu'il y en a 130, 140. Enfin, on estime que c'est 130, 140. Donc on n'a pas toutes les espèces de la forêt hexagonale, mais on a quand même pas mal d'espèces de la forêt hexagonale aussi. C'est surtout des bois tropicaux, effectivement. Alors donc, la xylothèque comprend des échantillons de bois, des petits cubes et des coupes. Je vais conclure. Alors pour moi, c'est, depuis que je la connais, et je voudrais que vous le reteniez aussi pour vous, c'est un fabuleux plateau technique. C'est une ressource. Elle est entourée de laboratoires et ça vaut vraiment le coup de l'utiliser. Donc c'est notre plus vieille plateforme dans le GDR. C'est une vieille plateforme qui a 80 ans. C'est une vieille dame. Alors, respect pour elle. Si vous voulez lui faire un petit hommage, passez la voir sur le poster B15. Et en plus, il y a des petits cadeaux. Alors, s'il y a des cadeaux en plus... Bonjour, donc Sébastien Paradis de l'UR BioWeb. Je vais vous parler du projet Archiwood, qui est un projet de numérisation, mais aussi qui est le nom du jeu de données qui a été produit par ce projet au final. Ce projet est issu d'un constat simple, c'est qu'on a beaucoup de collections analogiques au CIRAD, donc la xylothèque dont a parlé Bernard, mais nos collègues de UMR AMAP qui sont des modélisateurs ont aussi des herbiers ou des vieux cahiers de terrain remplis de croquis, de notes, etc. Donc toutes ces données sont analogiques et dorment dans nos laboratoires, nos bureaux, nous servent de référentiels scientifiques ou encore pire, ne servent à rien du tout. Donc on s'est dit, c'est dommage, on pourrait en faire profiter la communauté scientifique. On a profité d'une opportunité, qui était un appel à projet de la BSN, un appel à projet en numérisation. Bien sûr, donc la xylothèque, vous avez vu, c'est plus de 8000 espèces, des 30 000 échantillons, donc il était utopique de vouloir numériser l'intégralité de nos collections. Donc on a procédé à une sélection, les scientifiques ont identifié la région de Madagascar comme sous-ensemble. Donc on s'est focalisé sur des données qui traitent de Madagascar pour diverses raisons. La principale, c'est que Madagascar est un spot de biodiversité remarquable, évidemment. Donc nous avons procédé à la numérisation, à la production de métadonnées. Le jeu de données se compose au final de photos, de photos scannées, de diapositives scannées, de coupes anatomiques scannées à plusieurs grossissements, des croquis de Francis Allais, qui est un botaniste renommé, etc. Donc au final, pour un total de 3600 documents qui recouvrent 250 espèces. Donc c'est un jeu de données assez unique en son genre et on espère qu'il servira pour d'autres recherches, à des botaniques ou autres scientifiques. Il est diffusé sur Internet, sur Zenodo, téléchargeable, et voilà, au plaisir d'en discuter avec vous au poster B16. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis Ahmad Al-Kadri, je suis doctorant de deuxième année. Je fais ma thèse, au LMGC, Laboratoire de mécanique et génie civil Montpellier, et Henry Selmer Paris. Ma thèse, je me concerne sur le séchage du bois tropicaux. Il s'appelle Grenadille, ou Eben Mozambique, il vient d'Afrique. Et l'objectif, ça c'est pour caractériser les propriétés microstructures, hygromécaniques, acoustique mécanique, tout mécanique. Tout ça pour élaborer ou faire une méthode séchage ou stockage optimisé. C'est Henry Selmer Paris. La méthode qu'on utilise ici, on a fait quelques mesures ou observations anatomiques. On a fait aussi le suivi de masse, changement de masse ou changement de teneur équilibré. On a fait aussi la modélisation avec le modèle CRAN. Ça, c'est un modèle qu'on a utilisé maintenant. Mais en fait, on va utiliser quelques autres modèles de diffusion parce que ce modèle-là, ça correspond seulement avec la diffusion. Comment on dit? Ah oui, unidimensionnel. Diffusion unidimensionnelle, ça veut dire juste une direction longitudinale, radiale ou tangentielle. Mais pour clarinette, on voit là-bas, la forme, c'est pas juste une direction, ça c'est un cylindrique. Alors on va utiliser ou modifier ce modèle un peu.
Et après, on va faire aussi quelques essais avec Phoebus, caractérisation acoustique et beaucoup des autres choses. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de résultats. On a quelques coefficients de diffusion, on a validé quelques modèles et on a obtenu aussi quelques jolies photos, peut-être. Si ça vous intéresse, viens me voir à Poster B17. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Capucine Carlier, je suis ingénieure de recherche au LMGC. Je viens vous présenter les travaux d'Anna Duplex et de Delphine Julien, qui sont partis du constat que les colonies d'abeilles aujourd'hui sont en déclin et qu'il n'y a pourtant aucune étude sur le matériau. Donc elles se sont posé la question de savoir si on avait des interactions entre le matériau et les abeilles. Et pour ça, elles étudient 3 grosses pistes. La première qui est basée sur les propriétés physiques du bois et donc où elle caractérise les variations de température et d'humidité à l'intérieur de la ruche. Une deuxième piste plutôt basée sur les propriétés chimiques du bois où on cherche à savoir si les composés volatiles, si les varrois sont sensibles à certains composés volatiles du bois. Et puis une dernière piste de recherche sur les représentations du matériau par les apiculteurs. Et puis si vous venez donc me voir au poster B19, on pourra aussi peut-être discuter du projet pour lequel j'ai été recrutée, qui s'éloigne un peu du bois mais qui est quand même assez intéressant, et où en fait on cherche à instrumenter une ruche pour suivre et pour avoir une observation en continu des comportements de la colonie d'abeilles à l'intérieur de la ruche. Donc voilà, poster B19, c'est en face de la porte. À tout de suite. Oui, bonjour. Donc moi je suis Sandrine Bardet du LMGC, maître de conférence. Je vous présente un travail que j'ai réalisé avec Marie Capron qui maintenant est à l'ESRF, mais nous étions à ce moment-là toutes les deux à l'université de Nagoya. C'est de la modélisation rhéologique des contraintes de maturation dans le bois et une modélisation de la recouvrance hygrothermique. Je vous montre juste ça, mais n'ayez pas peur. Voilà, avec un modèle à base de ressorts d'amortisseurs et un élément particulier qui s'appelle alpha ici, qui peut représenter la contrainte de maturation. Et bien, on peut modéliser l'état mécanique, l'état du bois dans l'arbre juste après la maturation, juste après sa fabrication. On peut modéliser ce qui se passe au moment de la coupe lorsqu'on met la contrainte à 0, et on peut modéliser ce qui se passe au moment d'un étuvage, c'est-à-dire lorsqu'on fait la recouvrance hygrothermique, voilà, en jouant sur le fait que les amortisseurs sont plus ou moins mous à certains moments de la vie du bois. Voilà, c'est le poster B18. Merci, Sandrine. Et